Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons maintenant appliquer ce que nous avons vu à l'expérience de Young, ce qui permettra de mettre en évidence l'outillage que nous avons développé pour décrire les objets quantiques dans un cas que nous connaissons bien. Nous avons donc une paroi avec deux fentes, 1 et 2, une source, et une paroi et un point X où l'on désire mesurer ou observer les impacts. On va en plus placer près de la fente 1 un détecteur de photons D1 et près de la fente 2 un détecteur de photons D2 et une source de lumière. Donc, nous plaçons des détecteurs afin d'essayer d'observer par où passent les électrons. Ceci résume tout ce que nous avions discuté sur l'expérience de Young. Dans ce cas-là, l'amplitude pour qu'un photon aille de 1 jusqu'à x peut se noter phi1, et avec ce que nous avons vu, ça s'écrit x1, 1s, c'est-à-dire l'amplitude pour aller de s jusqu'à 1 fois l'amplitude pour aller jusqu'à x. Mais le photon qui passe a une certaine probabilité, une certaine amplitude, d'émettre un photon qui va être capté par D1. Notons simplement A, cette amplitude. Dans ce cas-là, l'amplitude pour aller de S à X devient X1 à 1S. Donc, on obtient une forme relativement simple. Notez que nous avons laissé inchangé l'amplitude 1x, c'est-à-dire qu'on suppose que l'amplitude pour que l'électron aille de 1 jusqu'à x n'est pas altérée par l'interaction avec la source de lumière. On suppose que la perturbation est faible ou rendue aussi faible que possible pour ne pas altérer le résultat. Et nous verrons que nous obtiendrons les mêmes résultats que ceux que nous avions déjà discutés. Donc, l'électron est non perturbé par la présence de la source de lumière, et on peut donc dire que les effets interférence ou non-interférence en fonction de l'observation ne sont pas dus à la perturbation d'électrons. C'est quelque chose d'important dont nous reparlerons lors des interprétations de la mécanique quantique. Il ne faut pas confondre certains aspects de la mécanique quantique avec des perturbations. Tout comme il ne faut pas confondre incertitude et indétermination. Rappelez-vous, le principe d'incertitude n'est pas dû à des incertitudes de mesure, mais est un caractère fondamental dans la nature des objets quantiques, et nous l'avions donc appelé principe d'indétermination. Maintenant, il y a aussi une certaine amplitude pour qu'un photon soit diffusé depuis la fente 1 jusqu'au détecteur D2. Notons cette amplitude B. On pourrait dire, attention, le photon il passe par la fente 1, comment ça se fait que c'est le détecteur D2 qui déclenche? Bien, c'est tout à fait possible. Rappelez-vous quand nous utilisions des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, justement pour minimiser les perturbations, nous avons utilisé des infrarouges, des ondes radio, et le flash lumineux dû au passage des électrons devenait très large, complètement flou, et donc il y a des probabilités sensiblement égales d'enclencher les deux détecteurs. Donc il y a toujours une certaine probabilité qu'un photon aille dans le mauvais détecteur, on peut le dire comme ça, avec une amplitude de B. Alors,
Donc ici, on a phi1 fois A. Et donc, cette amplitude, que le photon, que l'électron aille de 1 jusqu'à X avec un photon dans D2, c'est donc phi1 fois B. A l'inverse, un électron peut parfaitement passer par la fente 2. Un électron peut très bien passer par la fente 2 et envoyer son photon dans D1. Ça sera phi2 fois B. On peut donc écrire probabilité amplitude pour S, l'électron aller de S à 2 fois B fois 2x. Et inversement, il reste phi2 fois A on peut donc se poser maintenant des questions intéressantes. Quelle est la probabilité qu'un électron arrive en X et déclenche le détecteur D1? Eh bien, ça sera celui-là, avec l'amplitude A que le photon déclenche le détecteur D1, et celui-ci. L'amplitude B, que l'électron soit en fait passé par la fente 2, mais le photon est parti vers le détecteur D1. Et donc, je ne vais pas écrire les expressions complètes, juste phi1 fois A plus phi2 fois B au carré, qui est la probabilité d'observer l'électron en X avec le déclenchement de D1. Que vaut cette probabilité selon les valeurs de A et B? Eh bien, première hypothèse, supposons que nos détecteurs détectent les bons photons. D1 détecte les photons émis au niveau de la fente 1, mais jamais ceux émis de la fente 2. Par exemple, j'utilise une longueur d'onde très courte, et je suis certain que lorsque je détecte, le photon vient bien du bon endroit. Dans ce cas, B égale 0. Et dans ce cas, la probabilité est A carré fois phi1 au carré. Ceci, phi1 au carré, c'est l'amplitude que l'on obtiendrait sans détection et avec une seule fente ouverte. Il y a un facteur supplémentaire, parce que je veux la détection par D1, et ce détecteur a une certaine efficacité. Il peut rater les photons, jamais aucun détecteur n'est sensible à 100%. On peut avoir le même avec les photons 2, passant par 2, déclenchant D2, on obtiendra là aussi, bon, cette fois-ci, pour Px, avec D2 qui se déclenche, A carré fois phi2 au carré. Donc la probabilité d'avoir un impact en X est la même que si j'avais une seule fente 2. Et donc avec l'ensemble, les deux fentes, les deux détecteurs, le résultat est la somme des probabilités, c'est-à-dire un cas sans interférence. Et c'est logique, puisque dans ce cas-là, j'arrive à savoir exactement par où les électrons sont passés. Et ce, sans les avoir perturbés. Maintenant, si la détection est très imparfaite, on est dans le cas des flashs très flous, et le photon, il a autant de chances de déclencher un des détecteurs que l'autre.
on va supposer que A est égal à B. Dans ce cas, la détection en X avec D1 qui déclenche sera A carré fois phi1 plus phi2 au carré. Alors on a bien sûr toujours le terme dû à l'efficacité des détecteurs, mais ceci, c'est typiquement la forme que nous avions vue avec des interférences. Cette fois-ci, le flash trop flou ne permet pas de savoir par quelle fente est passé l'électron et on a des interférences. Donc on voit là toute la puissance des représentations que nous avons utilisées, simplement en parlant en termes d'amplitude de probabilité, on retrouve toutes les propriétés que nous avions pu déterminer avec l'expérience de Young. Et de manière très simple. C'est très satisfaisant. Une dernière question. Quelle est la probabilité, en toute généralité, quel que soit A et B, d'avoir un impact en X, que le déclenchement se fasse par D1 ou par D2? Est-ce que je dois additionner cette amplitude et l'autre, celle du correspondant au détecteur D2, qui est donc phi2 fois A, plus phi1 fois B, au carré pour la probabilité, ceci étant l'amplitude. Est-ce que je dois additionner les amplitudes ou les probabilités? Eh bien, en fait, il s'agit de deux cas différents. L'électron arrive en X, mais le détecteur D1 s'enclenche ou le détecteur D2 s'enclenche. Un des deux. Donc, on sait dans quelle situation on se trouve lors de l'expérience. Et donc, on doit additionner les probabilités. C'est une règle que nous avions déjà établie. Et on ne doit pas, surtout pas dans un cas pareil, additionner les amplitudes. Il faut faire attention parce qu'on commet très vite ce genre d'erreur. Ne jamais additionner des amplitudes pour différents chemins menant du début au résultat, différents chemins qui peuvent être identifiés à la fin. Ici, grâce au déclenchement des détecteurs. Jamais. Et s'ils ne peuvent être pas distingués, alors on additionne les amplitudes. Notons qu'il y a tout de même une faille. Si je vais vous donner un petit avant-goût de ce que nous verrons plus tard dans les interprétations, il faudra patienter parce que pour interpréter une théorie, il faut la connaître. On ne peut pas interpréter une théorie qu'on ne connaît même pas. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais supposons qu'au lieu d'avoir des détecteurs, ici, je place des miroirs. Et mes photons sont réfléchis, envoyés ailleurs, via des jeux de miroirs, dans un seul détecteur. Dans ce cas-là, puisqu'un seul détecteur se déclenche, quel que soit le passage de l'électron, je ne devrais plus avoir d'interférence, je devrais additionner les amplitudes. Pardon, je devrais avoir des interférences, je devrais additionner les amplitudes et non les probabilités. Mais comment se fait-il que le résultat dépend du fait qu'on ait ici un détecteur ou un miroir? L'interaction avec l'électron, donc l'influence sur la trajectoire et ce qui se passe sur la cible, se fait au niveau des fentes ou du passage de l'électron quand la lumière l'éclaire. Une fois le photon émise qui arrive au photon apporte peu. Donc pourquoi cela aurait-il une influence? Pire que ça, au bout du chemin des miroirs, ça peut être beaucoup plus loin. Ça peut même être beaucoup plus tard, bien après l'impact sur l'écran. Et à l'autre bout, je peux décider de mettre soit deux détecteurs, mais D1 et D2 placés très loin, ou un seul détecteur. Comment, dans ce cas, quelque chose qui se passe plus tard pourrait-il avoir une influence sur ce qui se passe dans l'expérience? C'est le futur qui agit sur le passé, là.
Alors je vous laisse méditer là-dessus. Nous reviendrons sur cette difficulté. C'est quelque chose qui n'a rien d'évident. Hein. C'est une expérience, une variation d'une expérience appelée expérience du choix différé, où l'on effectue un choix qui, en principe, influence le résultat, mais le choix, on s'arrange pour qu'on puisse faire un choix différé dans le futur. C'est quelque chose qu'il faudrait analyser attentivement. Plus tard. Pour le moment, évitons de trop nous creuser les méninges avec des situations aussi tordues. La mécanique que nous avons mis en place marche très bien, est utilisable et utilisée tous les jours par des scientifiques dans des laboratoires et permet au moins d'appliquer la mécanique quantique à des phénomènes concrets. Et elle est très efficace, très précise. Dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, nous allons appliquer ça à une expérience concrète, réellement pratiquée en laboratoire, ce qui permettra d'illustrer les résultats que nous avons vus. Merci.